Bienvenue, bonjour à tous. Encore quelques minutes, nous attendons les derniers arrivants et on démarre dans quelques secondes. Allez, nous allons démarrer. Donc, bienvenue à tous, je suis Hervé Philibien, responsable d'agence pour SolidCam France. Et donc dans ce webinaire, nous allons vous présenter le module e-machining breveté par SolidCam. Alors, une rapide introduction et puis assez rapidement, on va voir ensemble dans ce webinaire l'utilisation et le calcul d'une trajectoire avec ce module e-machining. Mais dans les grandes lignes, aujourd'hui, SolidCam, en fait, on se positionne sur le marché de la FAO en tant que leader de la FAO intégrée, puisqu'on a fait le choix de ne pas redévelopper toute la partie CAO. On a fait le choix, en fait, d'intégrer notre solution FAO directement dans les leaders de la CAO, en l'occurrence SolidWorks, mais également Autodesk Inventor. Et donc, le module e-machining, c'est un module qu'on a breveté dans notre solution de FAO, SolidCam, mais aussi donc SolidCam intégré à SolidWorks, mais aussi InventorCam intégré à Inventor. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'également ce module e-machining, on le propose intégré à NX, à la solution NX de Siemens, comme un add-on. Donc, en plus de la solution NX, vous pouvez aussi intégrer ce module e-machining. Donc, devant les résultats importants, NX ont fait le choix d'intégrer aussi notre module e-machining. Donc, je m'arrête là, c'est pas la peine de prendre plus de temps. Et l'idée aujourd'hui, ça va être de programmer une petite pièce ensemble directement via SolidCam et principalement la partie FAO et le module e-machining de SolidCam. Donc ici, voilà, j'ouvre un fichier dans SolidWorks puisqu'on va se servir de SolidCam. Et en fait, dans SolidCam, on va avoir accès aux différentes opérations. Et donc, c'est ici qu'on retrouve le module e-machining. Une petite chose aussi, excusez-moi, j'ai démarré un petit peu vite. Tout au long de la présentation, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité, vous avez un petit symbole normalement avec une petite main comme ça pour lever la main et éventuellement poser une question. Donc n'hésitez pas à poser une question si vous avez besoin. Je tâcherai d'y répondre tout au long de la présentation. Donc voilà, on va travailler sur ce fichier-là. En premier lieu, ce qui est important dans SolidCam, donc vous voyez en fait quand SolidCam est installé sur votre PC sur une licence SolidWorks existante, vous allez avoir accès ici au menu, à un panel SolidCam dans lequel on va retrouver les réglages. Et ce qui va être important, c'est au niveau des réglages, de bien renseigner en fait où se trouvent les post-processeurs pour définir un petit peu les machines sur lesquelles vous allez travailler. Donc le SolidCam, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez télécharger une version des 730 jours directement depuis votre site internet et vous aurez des post-processeurs d'évaluation préinstallés. Et voilà, si vous êtes en client SolidCam, vous avez bien sûr vos post-processeurs correspondant à votre parc machine. Donc on y va. Ici, voilà, la première étape, c'est d'ouvrir le fichier 3D. Et soit à partir de la pièce, soit à partir d'un assemblage, on peut très bien créer un assemblage au préalable avec les éléments de drillage. Et depuis le menu SolidCam, donc on a des rubans comme ça qui viennent se greffer dans l'environnement SolidWorks. Depuis ces rubans SolidCam, donc notamment opération FAO, on va pouvoir lui demander de démarrer
un projet de fraisage. Puisque c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Au démarrage, on gère un petit peu l'enregistrement, donc on peut travailler en fait en externe ou en interne, c'est-à-dire qu'on stocke toutes les données d'usinage directement dans le fichier SolidWorks, donc dans le cas où on travaille en interne, ou est-ce qu'on stocke ces données dans un fichier séparé en externe. Donc là, pour la présentation, ça n'a pas d'importance, c'est une question de méthodologie. Chaque client a des besoins parfois différents, donc on peut travailler d'une certaine manière ou d'une autre. Et puis au démarrage, voilà, vous allez ici retrouver le choix de la machine sur laquelle vous voulez travailler. Donc moi ici, voilà, j'ai par exemple 2 post-processeurs, un DMU60 de chez DMG avec un contrôleur Heidenheim, ou alors par exemple une machine au caca, pareil en FANUC. On va rester sur la DMU60 et voilà. Donc c'est ici que vous retrouvez la machine sur laquelle vous voulez programmer. Ensuite, on va définir une origine de programmation, un brut et une pièce finie. Donc pour définir l'origine de programmation, tout ce qu'on va faire en fait, c'est venir cliquer sur une surface plane. L'idée en fait, c'est de définir l'orientation du plan XY. Donc par exemple, moi je peux cliquer sur la face inférieure. Vous voyez qu'en fait le plan XY se met parallèle à la surface plane. Par contre, le Z, lui, se met perpendiculaire à la surface. Donc là, j'ai le Z vers le bas. J'ai un gros bouton là pour inverser la direction, pour retrouver le haut de ma pièce, tout simplement. Donc sur une pièce comme ça, effectivement, comme là, j'ai rien de plat sur le dessus, c'est pour ça que je suis venu cliquer sur ma surface inférieure. En tout cas, l'essentiel, c'est de venir positionner l'origine comme nécessaire. Et puis, je vais simplement, moi, la repositionner, par exemple, au centre. Vous voyez, SolidCam a créé une boîte englobante tout autour de la pièce, avec à chaque fois un point en haut, un point milieu, un point bas. Donc l'origine, bien entendu, on peut la réorienter, la placer comme on en a besoin. Une fois que c'est fait, on va simplement valider. Les origines, on peut en créer autant que nécessaire, mais là, en l'occurrence, on n'en a besoin que d'une seule, c'est tout ce qui nous intéresse. Puis ensuite, on va définir une pièce finie et une pièce brute. Donc pour définir ma pièce finie, en fait, j'ai juste à cliquer sur le 3D de ma pièce. Et puis pour définir le brut, SolidCam m'offre plusieurs solutions. Soit ici, on vient définir un brut à partir d'un 3D qu'on aurait inséré par-dessus la pièce qu'on a. On est dans un contexte d'assemblage, donc on peut insérer un autre fichier 3D qui représenterait un brut. Soit SolidCam m'offre aussi la possibilité de définir un brut prismatique englobant. Donc en fait, c'est un cube que SolidCam fait autour de ma pièce. Puis moi, je vais pouvoir dire, voilà, mon brut, il fait 150 de long par 80 et sur 35 d'épais. Donc en fait, vous voyez que SolidCam m'équilibre les surépaisseurs dans toutes les directions. Et donc ici, on va pouvoir lui dire, maintenant, on souhaite par exemple en Z+, garder 5 dixièmes pour avoir le plus grand talon pour par exemple brider la pièce en laiton. Et puis quand c'est bon, simplement on va s'arrêter là, on va valider. Et donc ça, c'est vraiment les 4 étapes préliminaires. Le choix de la machine, la définition de l'origine, la pièce brute et la pièce finie. Et à partir de là, quand on valide, on tombe dans ce qu'on appelle l'arbre FAO de SolidCam. Donc ici, sur la droite, vous avez un arbre FAO qui s'ajoute, en quelque sorte, à ce que vous connaissez déjà dans SolidWorks, pour ceux qui connaissent SolidWorks, dans lequel on retrouve ce qu'on vient de définir, à savoir la machine, l'origine, la pièce brute, la pièce finie. Et on va avoir en fait toutes les opérations d'usinage qui vont se greffer les unes après les autres ici dans notre arbre et qui vont correspondre à notre gamme d'usinage. Et donc, à tout moment, on peut basculer comme ça entre la partie CAO et la partie FAO, puisqu'on est bien une solution CFAO, donc vous avez accès aussi bien aux outils SolidWorks qu'aux opérations FAO de SolidCam. Je m'arrête là. 2-3 petites choses. Donc, en fait, c'est à partir de ce ruban qu'on va avoir accès aux opérations de SolidCam. Donc, on va retrouver des opérations dites 2D pour du surfaçage, du contournage, de la poche, etc., du perçage. On va récupérer ici des opérations 3D, donc pour faire de l'ébauche et de la finition de forme gauche. On va bien entendu avoir accès aussi aux opérations 4 et 5 axes continues quand on est sur une machine 5 axes. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que parmi ce panel d'opérations, on retrouve ici des opérations e-machining, une opération 2D et une opération 3D. Donc, on va voir un petit peu la distinction entre l'opération 2D et l'opération 3D. Mais avant ça, je voudrais vous expliquer un petit peu
qu'est l'imagining et dans quel cas s'en servir et quel est son intérêt par rapport aux autres opérations un peu plus traditionnelles de SolidCAM. Donc, je vais ouvrir un petit PDF simplement de présentation pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste l'imagining. Donc l'imagining, vous le voyez en fait dans l'interface, dans le logiciel, c'est une opération parmi le reste de nos algorithmes. Mais ce module imagining, il est refait par SolidCAM et concrètement, il a une approche différente des autres opérations. Alors le nom imagining, c'est pour intelligent machining en anglais, donc usinage voilà, intelligent. Donc la particularité de ce module imagining, c'est ça, c'est cette approche intelligente de l'usinage. Et donc vous allez voir, dès qu'on va ajouter l'opération, il y a deux composantes particulières de l'opération imagining. C'est en fait en premier lieu une trajectoire un peu atypique comme ça. En fait, c'est une trajectoire en spirale et en trochoïdale. Combiné à ce qu'on va appeler un assistant technologique. Et en fait, cet assistant technologique, en fonction de certaines données d'entrée au sujet de la machine, de l'outil et de la matière qu'on usine, il va avoir pour rôle de calculer les conditions de coupe et de les ajuster en tout point de cette trajectoire. Et c'est ça vraiment, c'est la combinaison de ces deux points très importants qui font toute la force et toute la particularité de l'opération imagining. Puisque dans une opération un peu traditionnelle, en fait, les logiciels de FAO en général se contentent de juste donner une trajectoire. C'est l'utilisateur qui va renseigner un peu les conditions de coupe. Et avec l'imagining, pour la première fois, on est en mesure, nous, de vous donner, avec la trajectoire, des conditions de coupe qui vont être calculées automatiquement, mais qui vont être bonnes du premier coup et optimisées du premier coup pour vraiment, en un minimum de clics et de données d'entrée, obtenir quelque chose d'optimisé et sûr sur machine. Donc, voilà un petit peu les deux composantes de l'imagining. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est un petit peu de vous expliquer les différences avec une trajectoire classique. Donc ici, par exemple, on a une poche. Si cette opération de poche, on la programme avec l'opération de poche de SolidCAM ou même manuellement ou en conversationnel directement sur le pupitre de la machine, en règle générale, les trajectoires qu'on va obtenir reprennent la forme de la poche. Et derrière, on va définir en fait un AE, un pas de côté. Donc même si on définit un engagement latéral de la fraise de 50%, donc ça veut dire entre deux passes, on a un recouvrement de 50%, la fraise, quand elle va arriver dans les coins de la poche, en fait, finalement, cet AE, cet engagement latéral, il n'est pas respecté. Il est respecté à certains endroits de la trajectoire, mais pas à d'autres, notamment dans les coins, puisque dans les coins, on va être engagé à 100%. C'est-à-dire qu'ici, là, tant qu'on usine ici, on a 50% d'engagement. Par contre, hop, quand on arrive dans le coin, là, on est engagé à 100%. Puis à nouveau, quand on redescend, là, on est engagé plus que sur 50%. Donc, c'est à cause de ces points défavorables de la trajectoire que finalement, l'outil il subit des pics d'effort, il subit des pics de charge et qu'on a des efforts un peu imprédictibles tout au long de la trajectoire parce que il y a des endroits où l'outil est plus engagé que d'autres. Donc, ce qu'on a toujours fait dans le domaine de l'usinage, c'est que finalement, pour pallier à ces quelques points défavorables, en fait, on va pénaliser l'ensemble de la trajectoire et on va réduire le pas de descente. Donc là, au lieu de tout prendre de prendre toute la profondeur de passe en une fois, finalement, on va multiplier le pas de descente. Donc, on va prendre 2, 3, 4, 5 mm, pas plus, pour que ces points les plus défavorables soient acceptables et que l'outil ne vibre pas, ne casse pas dans ces coins les plus défavorables. Avec l'imagining, donc derrière, forcément, vu qu'on diminue la prise de passe, on travaille toujours avec le bout d'outil. Donc l'usure, elle est concentrée sur le bout d'outil. Ça génère en plus des vibrations. Et puis, bien entendu, on ne rentabilise pas toute la hauteur de coupe des fraises. Donc, avec l'imagining, l'intérêt, c'est qu'on va obtenir une trajectoire complètement différente. Donc là, ici, on est sur une trajectoire trochoïdale, mais l'algorithme, en réalité, combine deux types de trajectoires. La trajectoire dite en spirale,
et de la trajectoire en trochoïdale. Donc ici, en fait, on n'a que du trochoïdal. Donc le trochoïdal, c'est un mouvement circulaire tout en avançant comme ça. Donc on usine, on se repositionne. On usine, on se repositionne. Donc forcément, ce repositionnement, c'est un temps pendant lequel on n'usine pas. Donc la trajectoire en vrai la plus performante, c'est une trajectoire en spirale, mais vous comprenez que de par la forme de ce qu'on va usiner, on ne va pas pouvoir tout le temps faire une trajectoire en spirale. Donc c'est pour ça que l'algorithme e-machining combine une trajectoire en spirale quand c'est possible, puisque c'est cette trajectoire qui va nous donner le plus haut taux d'enlèvement de matière. Et puis pour le reste, quand c'est pas possible, on va faire l'usinage en trochoïdal. Et donc l'intérêt de cette trajectoire, c'est que ça va nous permettre de mieux contrôler l'engagement latéral de la fraise dans la matière. Donc même quand on va arriver dans les coins, en fait la fraise elle va pas être engagée sur tout le diamètre. Donc on va mieux maîtriser cet engagement et on va plus connaître la situation précédente avec la trajectoire classique dans laquelle l'outil était engagé sur tout son diamètre dans les coins. Voilà, ça permet de résoudre cette situation. Et donc le fait de mieux contrôler l'engagement latéral de la fraise dans la matière, ça va nous permettre de prendre des profondeurs de passe beaucoup plus importantes et donc de travailler sur toute la hauteur de coupe des fraises. Maintenant, à l'opposé de ce que font beaucoup de solutions concurrentes ou même certains pupitres directement sur la machine, la trajectoire seule, en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire si on vous donne la trajectoire, mais que c'est à vous, en tant qu'utilisateur, de deviner et de configurer les paramètres d'usinage, donc combien vous allez prendre, quelle vitesse, etc., c'est pas forcément évident. Et il y a toujours un facteur humain qui va faire que peut-être voilà, que vous allez potentiellement prendre moins que ce que vous auriez pu, etc. Donc on a voulu outrepasser ça. Et puisque la trajectoire en fait permet de contrôler l'engagement de la fraise, on maîtrise mieux les efforts. Et puisqu'on maîtrise mieux les efforts, puisqu'on va être dans un cadre d'efforts constants, pour la première fois, c'est le logiciel qui peut se permettre de vous donner des conditions de coupe réalistes et qui vont fonctionner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la solution globale SolidCam, la seule opération qui va vous donner des conditions de coupe en automatique, c'est l'opération machine. C'est la seule opération dans laquelle on peut garantir et anticiper que vous allez être dans des efforts constants. Et si vous êtes à effort constant, on est capable de vous donner des conditions de coupe réalistes et fonctionnelles. Donc, c'est le logiciel qui va choisir quel engagement de fraise appliquer. Donc, en fait, il y a la règle un petit peu dans l'e-machining, on ne va plus parler d'AE, on ne va plus parler de prise de passe latérale, on va parler d'angle d'engagement. Et donc, en fait, ma fraise, elle ne va jamais dépasser 80 degrés d'engagement. Et plus le matériau qu'on va usiner va être difficile, plus cet angle d'engagement va être réduit. Donc, voilà, dans l'aluminium, on va être à 60 degrés. Quand on va descendre dans l'acier, on va tomber à 45 degrés. Puis quand on va aller sur des matériaux un peu difficiles, de l'inox à 30 degrés, du titane, de l'inconel, on va descendre à 15-18 degrés d'engagement. Mais c'est également, donc voilà, c'est le logiciel qui va déterminer combien il prend latéralement. Mais en plus de ça, si on regarde un petit peu si on regarde un petit peu ce schéma, donc ici, vous voyez, on vient usiner l'extérieur de la pièce. Donc là, on retrouve bien une trajectoire en spirale. Par contre, vous le voyez, à certains endroits, les passes sont plus espacées qu'à d'autres. Donc ça veut bien dire qu'à certains endroits, la fraise, elle va prendre plus qu'à d'autres endroits. En fait, le logiciel, en plus de cet engagement et du calcul de cet engagement et du calcul de la trajectoire, va également appliquer un ajustement dynamique de la vitesse d'avance. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons lui définir quelle est l'avance, c'est le logiciel qui va le calculer ça aussi en fonction des données d'entrée de la machine, de la matière et de l'outil. Et en plus de ça, il va faire fluctuer cette vitesse d'avance en fonction de cet engagement latéral calculé et en fonction de la trajectoire. C'est-à-dire que là où on va prendre plus de matière latéralement, on va diminuer la vitesse d'avance, et là où on en prend moins latéralement, on va réaugmenter la vitesse d'avance. Tout ça pour maintenir en fait un copeau constant. Et donc si on a un copeau constant tout au long de la trajectoire, on a des efforts constants. Et c'est bien pour ça que le logiciel peut calculer les conditions de coupe en automatique.
Puis il y a une dernière chose aussi que le logiciel va choisir. Je passe un petit peu tout ça, hein, mais une dernière chose qui est intéressante, c'est pas moi qui vais définir si on prend tout en une fois, en deux fois, en trois fois. Alors on peut bien, mais c'est quand même le logiciel qui va nous le recommander sur la pertinence de l'outil par rapport à la profondeur qu'on a à usiner. En fait, en fonction du diamètre de l'outil, en fonction de la profondeur qu'on va usiner, et en fonction du nombre de dents et de l'angle d'hélice de l'outil, on va obtenir ce qu'on appelle ici des points de contact. Un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Alors, plus j'ai de points de contact, plus je suis dans de bonnes conditions de rigidité. Mais également, en fait, si je tombe pile poil sur un point de contact ou si je tombe au milieu de ma gougure, je n'ai pas du tout le même comportement vibratoire de la fraise. En fait, si on est sur le comportement, sur le point de contact, on a beaucoup moins de vibrations que si on est en plein milieu de la gougure. Donc, sur des grandes profondeurs, quand on va aller usiner sur des profondeurs de 40, 50, 60, 70 mm en une fois, cette vibration, en fait, ça va vraiment être le pire ennemi de l'usinage trochoïdal. Donc, le retour sur ces points de contact va être important pour savoir si on va s'exposer ou pas à des vibrations, en fonction de si on tombe au milieu de la gougure ou sur le point de contact. Et donc, le logiciel, en fonction du choix de l'outil, il vous fait un retour là-dessus. Et en fonction de ça, en fonction de ces points de contact, il va choisir peut-être de tout faire en une fois ou plutôt de le faire en deux passes pour tomber pile poil sur le point de contact et donc de ne pas avoir de vibration et donc de pouvoir appliquer des conditions de coupe un peu plus agressives que de tout prendre en une fois, mais de s'exposer à des vibrations. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que le logiciel vous fait aussi un retour entre, mettons, deux fraises de qualité équivalente, du même fournisseur. J'ai une fraise 4 dents avec un angle d'hélice de 30 degrés, puis j'ai une fraise 5 dents avec un angle d'hélice de 45 degrés. Laquelle est la plus appropriée pour la poche que j'ai à faire? Le logiciel va vous faire un retour sur les points de contact et sur la pertinence du choix de l'outil pour l'opération. Voilà, je m'arrête là et on voit tout de suite ce que ça donne au niveau de la programmation dans le logiciel. Donc en premier lieu, je vous l'ai dit, l'opération e-machining va me donner directement les conditions de coupe. Donc pour que le logiciel puisse calculer ces conditions de coupe, il a quand même besoin de données d'entrée avant que j'ajoute mon opération. Ces données d'entrée, en fait, elles se définissent au début, là, ici. Donc, en fait, on renseigne les caractéristiques de la machine sur laquelle on va travailler, puis on va renseigner les caractéristiques de la matière qu'on va utiliser. Donc, simplement, là, je vais en créer avec vous. On va créer une nouvelle machine. Donc, je vais créer ici ma DMG DMU60. Et vous voyez, en fait, on a trois choses à renseigner, les trois cases qui sont en rouge. On va renseigner la vitesse de rotation de broche maximum. Donc ici, on va se mettre par exemple sur une broche 12 000. On va renseigner l'avance maximum, l'avance de travail, puisque en fait, quand on usine en trochoïdal, on usine, on se repositionne, on usine, on se repositionne. Ce repositionnement, en fait, on va surtout pas le faire en rapide, en G0. On va le faire en Fmax, puisqu'en fait, en G0, vous pouvez très bien avoir un axe qui va plus vite qu'un autre, et donc à ce moment-là, on ne respecte pas la trajectoire. Donc on le fait en G1, en avance-travail Fmax pour assurer un repositionnement précis en quelque sorte, puisqu'on dégage proche de la pièce. Donc ici, par exemple, on va se repositionner à F 10 000. Bon, on pourrait mettre des valeurs bien plus élevées en fonction des machines. Et puis ici, on va aussi renseigner la puissance à la broche en kilowatts. Donc ici, on va se mettre sur une broche 8 kilowatts. Rien d'exceptionnel. Et puis, on va également créer une nouvelle matière. Donc, la seule chose, on va se mettre par exemple dans un 40 CMD 8, pareil, au Mina. Donc, un acier, on va dire un équivalent à du 110 kg, de l'acier sémantique. Donc, en fait, la seule chose qu'on va renseigner, c'est sa résistance mécanique en mégapascal. Donc, ça se trouve assez facilement. Ça se trouve soit sur le bon de livraison de votre matière, soit directement, vous tapez la référence de votre matière et la résistance mécanique dans Google. Vous allez trouver directement la résistance mécanique des matières. Donc ici, je vais mettre, mettons, voilà, on va se mettre à 1100 mégapascal, on la surestime très certainement.
et c'est pour vous montrer un petit peu. Et puis, on va sauvegarder et quitter. Donc là, j'ai ajouté mes deux données, là, la DMU60 et puis mon 40 CMD8. Hop, je regarde, ouais. Et on valide. Donc là, à partir de là, le logiciel en fait a les données d'entrée pour calculer les conditions de coupe. Donc on va, voilà, je vous le disais, on a l'opération e-machining, on l'a en deux versions, une version 2D, une version 3D. Donc je vais juste vous montrer ici, si je viens dans la version 2D, l'intérêt est le suivant, c'est que cette opération 2D fonctionne en fait avec 4 modes de définition de l'opération. Vous avez en fait un mode de définition où c'est une reconnaissance par face. Donc, par exemple, je pourrais très bien lui demander de venir usiner cette poche-là et cette poche-là. Puis, dans la deuxième étape, quand je vais venir sélectionner un outil, donc on va, voilà, ça c'est ma bibliothèque d'outils. Je vais juste réduire un tout petit peu ma fenêtre, pardon. Hop. Voilà, excusez-moi. Comme ça. On va pouvoir venir créer une fraise cylindrique. Et l'idée, donc, c'est. Je vais y arriver. Hop, voilà. On va venir créer une fraise cylindrique et puis on va renseigner plusieurs choses au sujet de l'outil. On va renseigner en fait son diamètre. Donc, on va prendre par exemple une fraise diamètre 16. Si je le souhaite, en fait, quand je passe la souris là sur la droite, j'ai la représentation un peu de mon outil pour voir un petit peu ce que ça me donne. Et quand je viens voilà, sélectionner l'outil, ça me permet de faire une idée des dimensions de mon outil par rapport à la pièce. Donc là, le diamètre 16, peut-être voilà, qu'il est un petit peu gros. Bon, on peut passer sur une fraise de diamètre 12 si on souhaite. Mais en tout cas, on vient renseigner le diamètre de l'outil. On va renseigner la hauteur de coupe. Donc ici, je vais prendre par exemple une hauteur de coupe de 50. Hop. Et puis, même principe, hein, si je ramène ma fraise sur le côté droit, je vais pouvoir contrôler. Arriver. Bon, je vais pouvoir contrôler en fait la hauteur de coupe de ma fraise par rapport à ma pièce. Donc, 3 choses au sujet de l'outil, hein, le diamètre, la hauteur de coupe, et puis on va également renseigner le nombre de dents. Donc ici, par exemple, on va prendre une fraise 5 dents. Puis on va renseigner également l'angle des gougures. Donc, est-ce que c'est une hélice à 45 degrés, à 40 degrés, etc., etc. On va la laisser à 45 degrés. Si jamais on a un porte-outil, on peut aussi renseigner la longueur extérieure pour que voilà, intégrer le porte-outil dans le contrôle dans la simulation et dans le contrôle anti-collision. Je sélectionne mon outil pour l'opération déjà, et puis visuellement, tout de suite, en fait, vous voyez ce qui se passe, c'est que le logiciel fait une projection tout de suite de, voilà, ça c'est mon brut que j'ai défini au début, puisque je lui ai demandé de venir usiner les deux faces ici, tout de suite le logiciel me calcule en fait ce qu'il y a à enlever. Donc vous voyez, il me fait la projection jusqu'en haut. Donc c'est lui qui me détecte quelle est la profondeur à usiner pour aller jusqu'à cette pièce en fonction du brut, etc., etc. Donc là, j'ai un peu plus de 23 mm à enlever. Et donc dans l'assistant technologique, c'est ici qu'en fonction de l'outil, en fonction du nombre de dents, de l'angle des gougures, etc., le logiciel me fait un retour sur les points de contact. Donc ici, vous voyez, j'ai un code vert qui se met en place pour me dire, là, j'ai 3 points de contact, 3,0. Donc je suis dans de bonnes conditions de rigidité, d'où la couleur verte. Juste pour vous montrer, hein, on va le copier cet outil. Hop. Je vais remettre une fraise de sève, mais par contre, ce coup-ci, je vais mettre un angle de 30 degrés. On va voir si ça me donne quelque chose de différent. Hop. Vous voyez, cette fois-ci, je ne suis plus dans les mêmes conditions. Le code couleur vert a disparu pour laisser place à un code couleur jaune. Pourquoi? Parce que ici, j'ai plus que 1,3 point de contact. Donc déjà, le 0,3 en fait signifie que je ne suis pas pile poil sur un point de contact. Je suis allez, aux 3/4 au milieu de ma gougure, quoi. Au 1/3, pardon, excusez-moi. Donc je vais m'exposer à des vibrations. Donc les conditions de coupe que le logiciel va calculer ne vont pas être aussi favorables que dans le cas précédent. Donc voilà, je reviens juste à ma fraise de 12. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était ça, voilà. Ce petit retour là, avec le code couleur concernant ces points de contact. Et puis en bas, là, vous le voyez en fait, visuellement, voilà un petit peu les conditions de coupe que va me calculer le logiciel. Donc la vitesse de coupe,
l'épaisseur de copeaux, l'angle d'engagement. Mais vous voyez, moi, j'ai rien renseigné. J'ai pas renseigné combien il devait prendre latéralement, combien il devait prendre en profondeur, quelle vitesse d'avance, quelle vitesse de rotation. Ça, c'est lui qui l'a déterminé un petit peu tout seul en fonction de mes caractéristiques, machine, matière et outils. Et donc, mon opération se crée ici. Et puis, si on simule, visuellement, voilà un petit peu ce que ça va me donner. En fait, là, on plonge en hélicoïdal jusqu'au fond de ma poche. Puis ensuite, on retrouve un petit peu cette trajectoire trochoïdale. Pardon. Et ce qui m'intéresse, je vais juste diminuer un petit peu la vitesse. Si on regarde bien, ici, vous avez votre vitesse d'avance. Donc, on voit que la vitesse d'avance, alors 10 000, c'est le repositionnement, mais on voit que la vitesse d'avance, en fait, elle n'arrête pas de fluctuer. C'est ce que je vous disais, c'est en fait là où on prend plus de matière, on diminue la vitesse d'avance. Là où on en prend moins, on va la diminuer, cette vitesse d'avance. Donc, on voit bien qu'on a cet ajustement dynamique de la vitesse d'avance pour garder en fait des efforts constants et un copeau constant. Et donc, si on simule ça, voilà un petit peu ce que ça nous donne. Alors, c'est un premier jet, c'est-à-dire que voilà, on a un temps là de 13 minutes pour venir ébaucher ces opérations, ces deux poches. Il y a une chose que le logiciel ne peut pas quantifier et ne peut pas maîtriser en quelque sorte, c'est la rigidité de l'ensemble de mon montage, de comment je vais brider la pièce, quel est le porte-outil, si ma fraise elle va être plus ou moins sortie du porte-outil, en fonction de s'il y a des rallonges, etc. Puis la rigidité aussi de ma machine, si c'est une machine voilà, très rigide, toute neuve, ou si c'est une machine qui a du jeu, qui n'est pas bien scellée au sol, tout ça, ça va avoir aussi un impact sur la manière dont on va pouvoir usiner. Donc, c'est des choses sur lesquelles on peut pas quantifier, sur lesquelles on ne peut pas mettre de valeur. Donc, le logiciel, en fait, ici, calcule en fait ce qu'on appelle plusieurs jeux de conditions de coupe par rapport à un niveau d'agressivité. Et donc, en fonction de si vous estimez que vous êtes dans de bonnes conditions de rigidité ou pas, vous allez pouvoir monter votre niveau d'agressivité. Donc là, voilà, le premier jet que j'ai fait, c'est pas un résultat optimisé à 100%. Par contre, c'est un résultat sûr. Je peux le lancer sur la machine. Je suis quasi certain que voilà, il n'y aura pas de problème, si ce n'est voilà, un problème avec des évacuations de copeaux ou de sortes de choses qui est lié plus à la méthode d'arrosage ou autre de la machine. Et donc, du coup, en fonction de si j'estime que je suis dans de bonnes conditions de rigidité, je vais pouvoir monter un petit peu ce niveau d'agressivité. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous voyez, en fait, quand je monte le niveau d'agressivité, j'ai toutes les conditions de coupe qui sont recalculées. Donc là, c'est pas moi qui renseigne paramètre par paramètre. Il y a un seul paramètre qui va en fait augmenter linéairement, c'est ici l'épaisseur de copeaux. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, on va travailler sur 23 mm, un petit peu plus de 23 mm. Mais par contre, vous le voyez, l'épaisseur de copeaux, elle reste très fine. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait un copeau de 5 centièmes et demi. Si je monte mon niveau d'agressivité, cette fois-ci, mon copeau, il passe à, j'ai un copeau de 7 centièmes. Donc, c'est vraiment un copeau très fin, mais par contre, sur toute la hauteur. Et si je relance un petit peu le calcul, donc tout à l'heure, on avait 13 minutes et quelques, voilà, c'est pour le principe. Juste en passant niveau 6, vous voyez, déjà, mon temps de cycle, je le diminue par 2, donc j'ai vraiment une marge de progression en fonction de ce niveau d'agressivité. Mais sans pour autant trop passer de temps sur la programmation et sur l'élaboration des paramètres d'usage. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir un petit peu l'enlèvement de matière. Donc ici, voilà, dans la simulation, on va pouvoir donc voir la descente hélicoïdale. Et puis ensuite, donc là, on retrouve de l'usinage en spirale. On peut aussi afficher la trajectoire d'outil au fur et à mesure de l'usinage. Donc on retrouve une trajectoire en spirale et puis ensuite, on va venir faire vraiment du trochoïdal pur. Et donc à la fin, visuellement, un petit peu, voilà, là on retrouve un mouvement vraiment trochoïdal. On usine, on se repositionne, on usine, on se repositionne. Donc visuellement, j'ai mes deux poches là qui, à la fin, sont usinées. Puis ce qui est intéressant, c'est de venir vérifier le reste matière, pardon. Hop, cacher ma trajectoire. Donc de venir vérifier, voilà, on a une surépaisseur, puis on peut voir en fait qu'on a deux couleurs. On a une couleur dans les rayons, puisque certainement les rayons de ma pièce ont un rayon inférieur à mon outil. Donc on va pouvoir aussi venir reprendre ces rayons avec un outil plus petit. Donc là je le vois, là où j'ai voilà, du bleu mauve un petit peu, j'ai entre
2 dixièmes et demi et 5 dixièmes de surépaisseur. Par contre, là où j'ai du violet, bah, j'ai plus que 5 dixièmes de matière de surépaisseur. Et effectivement, si je viens cliquer là sur mes rayons, vous voyez, j'ai un rayon de 6. Hop. Donc là, forcément, rayon pour rayon, bah, ça va être compliqué de venir faire du trochoïdal. Donc je vais juste bah, soit faire une copie de mon opération, soit il y a une option qui est très sympa, c'est que dans la même opération, je peux venir sélectionner deux outils. Donc je vais rajouter simplement une fraise cylindrique, mais cette fois-ci, on va mettre un diamètre un peu plus petit, on va mettre un diamètre 10 ou un diamètre 8, c'est comme vous voulez. Et hop. Le diamètre 10, il passera de toute façon. À nouveau, juste, on renseigne correctement la hauteur de coupe. Je vais remettre une hauteur de coupe de, bon, on va mettre 35. Hop. On va remettre 4 dents. Je la sélectionne. Et en fait, cette fraise-là, elle va avoir pour rôle de venir reprendre la matière bah, laissée dans les rayons, hein, où la fraise de 12 n'a pas pu passer, en quelque sorte. Puis également, on va lui dire, bah, voilà, avec cette fraise-là, on vient faire la finition de la paroi et la finition du fond. Et je vous rassure, la finition du fond, puisque là, l'ébauche, on l'a fait en trochoïdal, bah, la finition du fond, vous voyez ici, on peut lui dire, bah, on va en règle générale la faire avec une stratégie classique de contournage. On ne va pas faire la finition en trochoïdal. Je ne vais pas plus loin, j'enregistre et je calcule. Donc là, mon opération, elle va d'abord faire l'ébauche avec la fraise de 12. J'ai un changement d'outil qui s'opère avec la fraise de 10 pour venir faire ensuite la finition de la paroi et la finition du fond. Donc ça, c'est l'intérêt, si vous voulez, de l'opération e-machining 2D, c'est de pouvoir bah, à la fois faire de l'ébauche, de la reprise pour venir reprendre la matière restante et éventuellement de la finition également. Okay. Et donc mon opération de reprise et de finition, on le voit, elle vient reprendre juste les coins et à la fin, le fond. Hop, bon, voilà. Je m'arrête là, je refais une autre opération e-machining 2D, c'est juste pour l'extérieur cette fois-ci pour vous montrer. Donc là, cette fois-ci, pour venir faire usiner l'extérieur, bah, vous le voyez, je n'ai pas les faces du fond à cliquer, là, comme j'ai fait pour les deux poches. Voilà, si on affiche un petit peu la matière restante, donc ici, on peut voir où est-ce qu'on en est. Mais donc, du coup, je n'ai pas les arêtes de mon brut, donc je ne peux pas les sélectionner. Hein. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on est la matière restante, on voit bien que j'ai usiné les deux poches. Donc pour ça, il y a une option qui est très pratique aussi dans l'opération e-machining, c'est ici la reconnaissance du profil extérieur. En utilisant cette option, bah en fait, je n'ai rien à sélectionner. Il connaît le contour extérieur du brut, il connaît le contour extérieur de ma pièce, donc automatiquement, il va usiner tout l'extérieur de ma pièce. Donc à nouveau, hop, ici, je viens bah, récupérer par exemple ma fraise de diamètre 12, ou je peux prendre là, cette fois-ci un diamètre un peu plus grand, la diamètre 16, bon, peu importe, on va prendre la diamètre 12. Et à nouveau, dans les niveaux, bah, c'est lui qui détecte la profondeur à usiner, qui me fait un retour sur les points de contact. Et puis cette fois-ci, vous voyez que sur une profondeur de 27 et quelques, bah, cette fois-ci, les points de contact, c'est moins favorable que tout à l'heure, puisque je vais m'exposer un peu des vibrations. Donc peut-être que sur l'extérieur, il serait plus judicieux d'utiliser une autre fraise avec un autre angle d'hélice. Bon, là, celle-ci, elle était à 30 degrés, donc je vais me remettre à 45. Hop. Pour essayer d'obtenir un point de contact. Bon, voilà. Chaque fois, je retombe un petit peu sur les mêmes choses, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Hein. C'est pas parce que je suis en jaune que ça ne marche pas, c'est juste que je m'expose un peu plus à des vibrations. Donc là, on a fait un peu le tour des outils, bon, bah, on n'aura pas forcément mieux. Donc là, la différence, c'est ça, c'est que bah, peut-être qu'en m'exposant un petit peu plus à des vibrations, bah, je vais monter un peu moins haut mon niveau d'agressivité pour garder un peu de sécurité. Je relance mon calcul et c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, même si c'est une stratégie qui est plus optimisée et plus avancée que la stratégie classique, bah, en fait en programmation, c'est presque plus, c'est plus facile à programmer. Donc visuellement, voilà un petit peu ce que nous donne la trajectoire. Donc vous voyez, on trouve là, donc au début on plonge en dehors de la matière, toujours avec cette vitesse d'avance qui va fluctuer en fonction de l'engagement. Donc on vient grignoter les 4 coins en premier lieu. Et une fois qu'on a grignoté les 4 coins,
Donc là, on retrouve l'usinage trochoïdal. Bah là, cette fois-ci, on a de l'usinage en spirale. Donc là, on est en contact continu dans la matière. Puis à la fin, on retrouve du trochoïdal là, pour venir faire l'ouverture qui est ici. Donc là, même principe, hein, l'idée c'est de faire l'ébauche, la finition. Après, la finition, je ne suis pas obligé de passer par le module machining, je peux très bien la faire aussi avec les opérations classiques. Là, c'est moi qui définis les conditions de coupe pour ma finition du contour et du fond. Par contre, ici, vous le voyez, bah, voilà, on a fait on a fait toute l'ébauche, hein, intérieure et extérieure. Hop, excusez-moi. Donc, je vais juste simuler voilà, mon opération extérieure. Donc, visuellement, voilà un petit peu ce que ça me donne. À nouveau, je réapplique le code couleur là, pour vérifier où est-ce que j'ai de la matière enlevée. Donc, on voit bien qu'à l'intérieur, là, je suis en vert clair, donc je suis dans mes tolérances de simulation à la code fini. Par contre, bah, on voit bien aussi que bah, en bas, là, j'ai ma surépaisseur, mais par contre, j'ai plus que 5 dixièmes, là où c'est en violet. Puis j'ai même carrément après plus que 2,5 mm là, sur la partie là, en violet foncé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma pièce, en fait, j'ai de la dépouille un peu partout. Donc là, bah, c'est un petit peu les limites de l'opération 2D, puisque du coup, bah, ça, en fait, puisqu'on a de la dépouille, on a des surfaces qui sont un peu pentues, bah, l'idée, c'est de faire une vraie ébauche 3D. Donc cette opération 2D là que je viens de vous montrer, c'était surtout pour vous montrer le fait qu'on n'ait pas sélectionné le contour extérieur. Je vais simplement la désactiver. Et puis à la place, ici, je vais venir ajouter cette opération 3D. Donc l'imagining 3D est très intéressant si on a de la pièce de forme comme ça, donc avec des formes gauches, puisqu'on va pouvoir ébaucher les formes gauches. Mais c'est aussi très intéressant sur de la pièce prismatique avec beaucoup de poches différentes, des profondeurs différentes, puisque du coup, bah, vous n'avez pas à sélectionner les poches, c'est vraiment lui qui va les usiner automatiquement dans une logique 3D. Donc on y va, j'ajoute cette opération 3D. Je refais ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que la géométrie, bah, je m'en soucie pas, il va vraiment usiner tout ce qu'il a à faire. Je vais venir sélectionner un outil. Donc on va reprendre la fraise de 16. Dans les niveaux, bah, je vais juste lui dire OK, on va usiner sur toute la profondeur, puis on peut mettre un petit delta pour être sûr de déboucher, par exemple, si on a besoin. Hop. Alors là, je n'avais pas surfacé, donc je vais juste mettre un delta. On va se remettre comme tout à l'heure, niveau 5, par exemple. Par contre, comme je suis dans l'opération 3D, là, j'ai une petite chose en plus, c'est la hauteur de crête en fait, que je souhaite obtenir en fin d'ébauche. Donc cette hauteur de crête, c'est vraiment la distance entre la normale d'une surface à la pointe de l'escalier. Donc par défaut, vous voyez, j'ai une surépaisseur, je laisse 4 dixièmes, c'était le cas aussi dans les autres opérations 2D, et j'ai une hauteur de crête de 2,64 mm. Donc ça, c'est la hauteur de crête qui va être laissée pour l'opération de finition derrière. Donc, je ne vais pas plus loin, je simule. Et visuellement, bah, voilà ce qui se passe. En fait, la trajectoire, bah, au début, elle est identique à l'opération e-machine 2D, sauf que une fois qu'on va avoir usiné à la pleine profondeur, là, bah, cette fois-ci, regardez ce qui se passe. Hop, c'est le logiciel qui est remonté ici et en fait qui vient écrêter. Et à chaque fois, donc, on usine de bas en haut et on va venir écrêter bah, toute la forme 3D. Et l'intérêt, bah, c'est qu'on fait du trochoïdal tout en cherchant à travailler sur la plus grande hauteur de coupe, en partant du bas jusqu'en haut de la pièce en remontant. Et c'est vraiment le logiciel qui vient bah, effectuer vous voyez, ces déplacements là assez optimisés de remontée. Vous voyez, j'ai une plongée, une sortie. En général, quand on vient ébaucher une forme 3D comme ça, avec des algorithmes standards, bah, en fait, on usine du haut de la pièce avec un pas jusqu'en bas. Donc ça fait beaucoup plus de repositionnement, de plongée, etc. Et puis surtout, encore une fois, on prend des faibles passes, alors que là, on travaille toujours avec la plus grande hauteur de coupe. Donc là, si je relance ma simulation avec l'enlèvement de matière, hop, visuellement, bah voilà ce que ça donne. Donc, toujours pareil, l'ébauche 2D à la pleine profondeur au début. Et puis une fois que c'est fini, là, on a donc l'usinage en remontant pour venir écrêter ces formes gauches sur ma pièce. Et donc visuellement, voilà un petit peu ce que ça me donne à la fin. Et donc là, bah, voilà, si je viens mesurer, par exemple, entre ça et ça, j'ai, vous voyez, 2,77 parce que la diagonale de la pointe à la perpendiculaire à la surface jusqu'à
jusqu'à la pointe de mon escalier doit me donner 2,6 et quelques. Là, c'était la valeur de hauteur de crête qui était définie dans mon opération. Donc voilà un petit peu le résultat en fin d'ébauche. Et donc, ce qui est intéressant dans cette opération e-machining 3D, c'est que si je viens ici, en fait, finalement, lui dire, non, moi, je veux une ébauche beaucoup plus fine et je veux laisser une hauteur de crête, par exemple, de 8 dixièmes maximum pour que l'outil de finition ait vraiment très peu à reprendre. Si je relance mon calcul, alors on n'avait pas regardé le temps d'usinage, excusez-moi, j'aurais dû le laisser à 2,64 d'abord. Je voulais juste regarder le temps. En fait, le gros de la matière, lui, est enlevé toujours de la même manière, donc à la pleine profondeur. Mais par contre, cette fois-ci, on va faire beaucoup plus de remontées. Et donc, le temps d'usinage, finalement, pour obtenir une ébauche plus fine, ne va pas être tant impacté que ça. Donc ici, vous voyez, on avait 12 minutes. Donc, je vais juste le réduire. Je vais le passer donc à 8 dixièmes. Hors calcul. Donc là, le logiciel recalcule tout, hein. Toutes les trajectoires, les conditions de coupe. Et vous le voyez en plus, il travaille bien en multicœur, donc il utilise tous les cœurs de mon PC. Donc là, cette fois-ci, voilà, j'ai un temps de cycle de 15 minutes. Par contre, si on simule en filaire, vous allez le voir, on va avoir en fait beaucoup plus de remontées intermédiaires. Ah, c'est la différence. Donc sur le gros de la matière, sur le gros de l'enlèvement de matière, il n'y a aucune différence. C'est vraiment en usine avec la pleine profondeur. Par contre, vous le voyez, on remonte, on fait beaucoup plus de remontées. Et donc, on va obtenir une ébauche beaucoup plus fine à la fin de cet usinage. Donc, hop, je relance l'usinage d'enlèvement de matière pour vous montrer. Donc là, voilà. Et là, vous voyez, à la fin de mon ébauche, j'ai une ébauche qui est beaucoup plus fine que tout à l'heure, puisqu'en fait, je fais des remontées pour obtenir une hauteur de crête de 8 dixièmes. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. D'abord, d'appliquer la stratégie d'usinage trochoïdal dynamique de l'e-machining à du 3D, puisqu'il y a des gains sur le temps de cycle à la clé. Puis c'est aussi intéressant de vraiment gérer une hauteur de crête constante pour l'outil de finition qui passe derrière, puisqu'on est sûr que voilà, l'outil de finition derrière, il va pas prendre plus que 8 dixièmes de matière. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, là où c'est intéressant aussi, c'est que si je vous montre un exemple comme ça, là, une petite cuvette, pardon. Hop. Donc, vous voyez, c'est aussi applicable à des formes un peu plus complexes, hein, comme ça. Mais à des pièces prismatiques dans ce genre, puisque l'intérêt c'est que voilà, les différentes profondeurs se calculent automatiquement. Et donc si on regarde une cuvette comme ça, donc vous voyez on a d'un côté une pente qui est plus forte, enfin plus raide que de l'autre côté. En fait le logiciel, pareil, hein, on usine à la pleine profondeur et en fait c'est le logiciel qui calcule de combien il doit remonter. Donc d'un côté il remonte que 3 ou 4 fois là, alors que de l'autre côté il remonte beaucoup plus de fois, mais par contre, la hauteur de crête, elle, d'un côté et de l'autre, elle est exactement la même. Donc, c'est cette optimisation vraiment de la trajectoire qui est intéressante et qui, au bout du compte, amène du gain sur le temps de cycle, puisqu'on a un usinage qui est beaucoup plus approprié, qui amène du gain sur la fiabilité aussi du process, parce que sur machine, vous allez avoir des efforts constants. Donc, on va lancer l'usinage, on va écouter un peu le son, puis en fait, le son, vous allez vous rendre compte qu'il est le même d'un bout à l'autre de l'usinage. Donc, c'est un gage du fait qu'il n'y ait pas de variation d'effort. Il y a un gain sur la programmation parce que vraiment c'est beaucoup plus simple à programmer qu'avec une approche classique. Puis il y a un gain sur la durée de vie des outils aussi, puisqu'on va rentabiliser toute la durée de vie de l'outil. Il y a vraiment des gains à tous les niveaux. Et donc simplement, hein, pour finir ce webinaire, si vous tapez par exemple e-machining même 3D, hein, je pense, vous allez le trouver tout de suite. Vous allez trouver un petit peu des vidéos sur Google, pardon, excusez-moi. Et puis, si vous cherchez un petit peu, vous allez avoir le cas là, de la pièce que j'ai programmée. Donc, c'est une empreinte de lunettes de ski. Alors, j'espère que ça sera fluide au travers du webinaire. Sinon, je vous laisse le regarder un petit peu juste après. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est ça, un petit peu de voir l'usinage sur ce que je viens de vous montrer. Donc, l'usinage à la pleine profondeur. Et vous voyez sur toute la hauteur
sur toute la hauteur de coupe. Alors là, moi, pendant la présentation, je m'étais mis sur une matière un peu plus difficile, un peu plus dure, mais le principe reste le même. C'est au niveau de l'engagement et des conditions de coupe qu'il y a des différences. Mais l'usinage, lui, c'est le même principe. Et donc là, vous retrouvez l'usinage trochoïdal. Et puis on entend au son que en fait, l'outil ne force pas. Et donc à la fin, vous voyez les remontées et les crétages qui commencent à apparaître. Et l'usinage sur la pleine profondeur. Voilà, on arrive un petit peu au bout de cette présentation, hein, puisque l'objectif aujourd'hui était vraiment de parler de l'imagining. Il y aura d'autres webinars, principalement on souhaite en faire un sur le 5-axes. Ça sera l'occasion de discuter un petit peu des stratégies de finition une prochaine fois. Je vous laisse encore quelques secondes si jamais il y avait des éventuelles questions. Et sinon, on reste à votre disposition si vous avez besoin de plus d'informations, d'une version d'essai, on reste à votre disposition. Eh bien, pas de questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.